Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence à Cité Senior. Nous allons parler aujourd'hui des problèmes des comptes et des mots de passe. J'espère que vous êtes nombreux à nous suivre en ligne. Je me sens un petit peu seul, heureusement un gentil monsieur est là pour assister à la conférence. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est de voir justement les problématiques que vous rencontrez avec ces notions de compte et de mots de passe qu'on rencontre tous les jours dès qu'on est confronté à l'informatique. Je vais donner 2-3 conseils sur la façon d'utiliser ça. Je crois que ça doit faire la 3e année qu'on fait cette conférence. Anciennement, j'étais bénévole pour Cité Senior aussi dans les espaces quartiers. Et on rencontrait, et on rencontre toujours, le même problème. Quand l'un ou l'autre d'entre vous venez nous rendre visite pour des problèmes, soit de Skype, soit d'adresse email, etc., où tout d'un coup, voilà, il y a le problème du mot de passe qu'on a oublié. Donc l'idée, c'est de voir 2-3 idées pour éviter cette problématique, éviter d'être toujours perdu avec cette notion de mot de passe. Donc on va essayer d'y voir plus clair avec tout ça. La première chose qu'on va aborder, c'est la problématique du compte. Quand on vous parle de compte, souvent, il y a un lien qui se fait dans votre tête avec la notion de banque, d'argent. Donc quand on vous dit il faut ouvrir un compte, vous dites mais non, moi j'ai pas envie de payer sur Internet. Donc il y a tout de suite un frein qui se met. Donc il faut vraiment déjà éclaircir ce que c'est qu'un compte. Donc si on regarde sur le Larousse, je me suis inspiré du Larousse en ligne, la notion de compte, effectivement, on parle de banque. Donc c'est l'ensemble des transactions qu'il y a pour un client, l'argent qui rentre, l'argent qui sort, etc., etc. Donc ça, c'est effectivement ce qu'on nomme communément un compte. Il y a aussi tout ce qui concerne la comptabilité, donc une association, une entreprise qui doit tenir ses comptes. Donc c'est un peu lié quand même, c'est tous ces échanges financiers qui peuvent se produire. Et en informatique, de manière générale, quand on parle de compte, c'est un endroit, donc informatique, où sont regroupées des informations qui vous concernent. Donc dans un premier temps, on verra quelques exemples. Dans un premier temps, c'est ne serait-ce que de savoir qui vous êtes. Donc votre nom, votre prénom, votre adresse email, c'est en général comme ça que les gens échangent avec vous. Donc la plupart du temps, quand vous êtes amené à aller sur un site internet pour faire une action particulière, pas seulement consulter, mais je prends l'exemple ici de Twitter, on en entend pas mal parler, donc c'est un moyen d'échanger des informations sur Internet. Un compte est nécessaire. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a de l'argent derrière. Il y a énormément de sites qui demandent la création d'un compte totalement gratuit. Je prends un exemple, Skype est nécessairement, peut nécessairement avoir besoin d'un compte pour pouvoir interagir avec vos proches, mais c'est gratuit. Est-ce que c'est indispensable d'avoir un compte? Alors oui, comme je le disais, ça permet de mémoriser vos données. Donc si je reprends l'exemple de Skype, c'est grâce à ça qu'il est en mesure de mémoriser la liste de vos contacts pour que la prochaine fois que vous allez rentrer en contact avec quelqu'un, vous n'ayez pas besoin de chercher. Donc ça, c'est indispensable. Il y a d'autres sites comme par exemple Marmiton qui permet de rechercher des recettes de cuisine. Si vous avez un compte sur Marmiton, ça vous permet de mettre en mémoire vos recettes préférées par exemple. Après, dès qu'on aborde des sites marchands comme la Migros, comme Amazon, comme les billets d'avion, EasyJet et compagnie, là, il y a effectivement la notion de transaction parce qu'à un moment donné, on va payer. Donc, on peut nous proposer de mémoriser nos coordonnées de carte de crédit, par exemple, pour pouvoir faciliter le paiement ultérieur. Ou au moins, votre adresse postale pour que la marchandise soit livrée au bon endroit. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt, la nécessité du compte, c'est ça, c'est de mémoriser vos coordonnées. Donc, aussi l'historique des commandes. Voilà, vous avez acheté un appareil, par exemple une imprimante, elle est tombée en panne. Vous n'avez peut-être pas gardé la quittance. Si vous l'avez acheté sur Internet, en ligne, on peut accéder à l'historique des commandes. Donc, on peut aller rechercher la facture, par exemple, voire même le bulletin de garantie,
pour savoir si c'est toujours sous garantie, puis faire marcher la réparation. De manière générale, vous utilisez un compte depuis longtemps si vous avez au moins une adresse email, c'est un compte email dans lequel sont stockés vos messages, vos contacts, donc votre carnet d'adresses, éventuellement vos rendez-vous si vous stockez vous mettez votre agenda dans votre téléphone par exemple, vos photos qui sont la plupart du temps stockées aussi sur Internet pour des questions de sécurité, de sauvegarde. Donc là aussi, c'est un compte qui permet de faire ça. Donc de toute façon, on va aborder après la problématique du mot de passe, parce que tout est lié à ça. Ces informations doivent être confidentielles, doivent être réservées pour vous. Donc, de la même manière que votre boîte aux lettres à la maison est protégée par une clé, votre compte pour les messages, les contacts, ça sera le cas aussi. Est-ce qu'un compte est payant? Je l'ai déjà un petit peu abordé tout à l'heure. Souvent pas. Typiquement, les adresses comme Gmail, Yahoo, Hotmail, etc. sont des boîtes mail gratuites. Le revers de la médaille, entre guillemets, c'est que souvent, il y a de la publicité qui vient financer ce fonctionnement. Donc oui, j'ai accès gratuitement, j'ai pu créer mon compte email, mais en échange, j'ai l'affichage de publicité assez naturellement. Marmiton, que je mentionnais, pour des recettes de cuisine, par exemple, pareil, je peux y aller en tant que pur spectateur, donc je vais voir une recette, je l'imprime, et je sors, je n'ai pas créé de compte, ça va très bien comme ça. Par contre, si vous y retournez très fréquemment, vous pouvez demander à ce qu'il mémorise vos recettes. Donc là, un compte est nécessaire pour qu'il se rappelle de vous d'un moment à l'autre ou d'un appareil à l'autre, par exemple. Facebook, pareil, il doit mémoriser qui vous êtes, quels sont vos contacts. Donc, un compte est nécessaire, mais toujours gratuit. Dans certains cas, les comptes sont gratuits et peuvent devenir payants par la suite. Mais ça ne va pas se faire. Souvent, les gens ont peur que tout d'un coup, ils reçoivent une facture à la fin du mois, pensant que c'était gratuit au départ, puis tout d'un coup, ils reçoivent une facture parce qu'ils ont commencé à utiliser une partie payante. Mais en fait, le paiement se fait à l'avance. C'est-à-dire que si vous utilisez un service gratuit, par exemple, pour stocker des photos, puis que vous dépassez cette zone qui est gratuite, on va vous dire, vous avez atteint une certaine limite. Si vous voulez mettre plus de photos, vous devez payer. Puis si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez vous arrêter là. Là, je mentionne des sites purement marchands comme Amazon, EasyJet. Pareil, vous faites des recherches, ça ne coûte rien. Dès que vous passez commande, vous allez devoir donc payer. Et à ce moment-là, ce n'est pas le compte qui est payant, c'est la marchandise ou le service que vous avez acheté qui va être donc payé. Puis là, pareil, c'est sur Internet, donc en général, c'est toujours paiement d'avance, donc par carte de crédit, par exemple. Dans certains cas encore, quand c'est des marchands en Suisse, ils proposent encore des paiements par facture. Donc, vous recevez la marchandise avec un bulletin de versement. Je pense que ça va gentiment disparaître parce qu'il y a malheureusement assez souvent des arnaques ces derniers temps où des gens commandent à leur nom et puis la facture arrive chez vous, mais pas la marchandise. Donc, ça pourrait changer. Et puis, donc oui, effectivement, comme je mentionnais, des clouds, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, les clouds comme Dropbox, OneDrive, etc. C'est des espaces un peu comme des entrepôts, des garde-meubles dans lesquels on stocke, par exemple, ces photos, des documents, des choses importantes qui sont mémorisées sur Internet. Et là, il y a une partie de l'espace qui est gratuit. C'est comme si, typiquement, vous n'avez plus de place à la maison, vous voulez faire un peu de la place, enlever des meubles. Un garde-meuble pourrait vous laisser une petite place gratuite, un produit d'appel en disant « Écoutez, venez chez nous, vous verrez, c'est super. » Puis dès que vous avez rempli cet entrepôt, cette petite place gratuite, cette petite pièce, il vous dit « Écoutez, si vous voulez plus de place, là, ça va devenir payant. » Et puis, voilà comment on vous facture. Donc, c'est un peu la même démarche ici. Ça aussi, l'intérêt de vous permettre de tester puis de voir si vous êtes satisfait avant d'aller un peu plus loin. Mais la plupart du temps, on utilise un compte gratuitement et puis ça va très bien comme ça. Maintenant, pour accéder à un compte, vous avez besoin de plusieurs choses. La première chose, c'est l'identifiant, ou on parle souvent d'utilisateur. Je dirais c'est un peu comme le numéro de votre boîte aux lettres. Donc, si vous demandez à quelqu'un pendant votre absence, vous partez quelques jours à la montagne, puis vous lui demandez de
venir retirer votre courrier, vous allez lui dire, bah voilà, voilà mon nom, voilà où j'habite, je te donne les clés de ma boîte aux lettres, tu n'as plus qu'à aller retirer. Donc il a besoin de voir ce qui est marqué sur la boîte aux lettres, comme tout le monde. Donc l'identifiant, en général, c'est l'adresse email, la plupart du temps. Des fois, on vous parle de pseudonyme, où vous devez inventer quelque chose, mais c'est un peu la même logique. Hein. C'est qu'est-ce qui m'identifie par rapport à l'entreprise sur laquelle je me connecte, au service auquel j'ai affaire. Donc, comme c'est l'adresse email, puis ça, potentiellement, il y a des milliers de gens qui peuvent connaître votre adresse email, hein, vos contacts, ne serait-ce que ça, ou d'autres entreprises auxquelles vous avez confié votre adresse email, ce n'est pas quelque chose de sûr, donc il y a besoin d'un mot de passe. Donc, le mot de passe, c'est l'équivalent de la clé qui vous permet de rentrer dans votre boîte aux lettres ou d'ouvrir la porte de la cave, etc. Donc ça, on va y revenir tout à l'heure sur ce point précis des mots de passe, parce que c'est souvent là que le bas blesse. Mais donc, c'est les deux choses en général dont on a besoin pour rentrer. Et dans certains cas, il y a une sécurité supplémentaire. Par exemple, c'est souvent le cas maintenant, enfin c'est toujours le cas dans les banques. Si vous voulez rentrer dans votre banque pour faire une transaction, faire un paiement, ou ne serait-ce que voir qu'est-ce qui s'est passé dans vos comptes ces derniers temps, l'identifiant et le mot de passe, c'est la même chose que vous mettez chaque fois. Certes, vous pouvez changer le mot de passe si nécessaire à un moment donné, mais ça, en principe, n'est pas nécessaire de changer tout le temps. Par contre, dès que vous essayez de rentrer dans votre banque, il va y avoir quelque chose qui va se manifester sur votre téléphone. Par exemple, un SMS avec un code qui est chaque fois différent, ou une application qui vous permet de prendre en photo votre écran sur lequel il y a des petits points de couleur. Enfin, il y a différentes variantes. Ou alors une machine, une petite calculette que la banque vous a donnée avec des chiffres qui changent à chaque fois. Donc, c'est cette deuxième authentification. Ça veut dire que si, par mégarde, par inattention, votre mot de passe a été connu de quelqu'un de malhonnête, qui connaît aussi votre identifiant de la banque, c'est une grosse négligence de votre part de l'avoir donné, mais ça pourrait arriver, on ne sait jamais. Dans ce cas-là, vous avez quand même la dernière sécurité, cette double authentification qui va bloquer cet intrus. Hein, j'ai malheureusement pas mal de gens autour de moi qui se sont fait avoir par des emails qui leur disaient que leur compte a été bloqué pour des questions de sécurité. Puis en cliquant sur un lien, on leur demande leur numéro de banque, puis leur mot de passe. Puis ils sont tellement sûrs que c'est leur banque, ils ont tellement peur que leur compte soit bloqué, qu'ils répondent à ces questions. Et cette information, elle est récupérée par quelqu'un de malhonnête quelque part dans le monde, puis il essaie de rentrer dans la banque. Mais ce qui va se passer dans ce cas-là, c'est qu'il y a, lorsque cette personne malhonnête essaie de rentrer dans la banque, il y a le téléphone de la personne qui s'est fait, entre guillemets, voler ses données, qui va sonner en disant quelqu'un essaie de rentrer dans votre banque, voilà le code, puis à ce moment-là, ça doit faire tilt dans la tête de la personne en disant mais c'est bizarre, et là, il y a quelque chose qui ne va pas. Puis à ce moment-là, appeler la banque pour faire bloquer ça, mais au moins, le pirate ne peut pas aller plus loin, il est coincé. Et cette deuxième authentification, elle est de plus en plus recommandée, que ce soit pour les emails, que ce soit pour les sites marchands, etc. Ça sécurise encore plus l'accès. Donc, comme je disais, soit sur un smartphone, soit un tout simple SMS. Si vous n'avez pas de smartphone, ça marche aussi encore plutôt bien. Un appareil spécifique qui vous est remis par la banque, par exemple. Maintenant, une problématique, c'est si vous commencez, ou si vous avez déjà un usage d'Internet assez étendu, vous commencez à avoir une multitude de comptes, donc une multitude de mots de passe. Et ça peut devenir vite un enfer, surtout si vous voulez changer de mot de passe à chaque fois, et puis, enfin bref, de tenir ça à jour. Vous verrez que dans certains cas, quand vous vous inscrivez sur un nouveau site, vous allez voir la possibilité de réutiliser un compte existant. Par exemple, si vous avez déjà un compte Google, c'est le cas si vous avez une adresse Gmail, par exemple, ou si vous avez un smartphone Samsung, par exemple, ou Huawei, etc. Vous avez un compte Google qui a été créé pour ce smartphone. Vous avez donc un mot de passe qui lui correspond, et vous pourriez utiliser ce même compte pour rentrer dans ce site. Je vais vous montrer un ou deux exemples. Ça vous évite de devoir créer un nouveau compte, donc de vous rappeler un nouveau mot de passe, etc.
C'est d'une certaine manière comme si Google avait créé une sorte de passe-partout qui vous permet d'avoir une clé pour accéder à différents endroits. Par exemple, chez vous, vous avez une clé pour rentrer dans la maison, enfin dans l'immeuble, une clé pour ouvrir la boîte aux lettres, une clé pour rentrer chez vous, une clé pour la cave, mais ça pourrait être aussi la même clé. Dans certains immeubles, c'est le cas. Donc, c'est ce qui se passe avec ce genre de système. Donc, si vous avez un compte Google ou un compte Facebook ou un compte Office, c'est-à-dire un compte Microsoft, ça vous permet justement de réutiliser ça et de ne pas réinventer la roue. Donc, je vais vous faire une petite démo là-dessus maintenant. Je vais juste repasser sur Internet. Si je retrouve ma souris entre ces deux écrans, voilà qui est fait. Je vais vous ouvrir Internet et je vais vous montrer un exemple de... je vais vous écrire ça un petit peu plus grand. Voilà. Donc, je vais aller sur un site que j'utilise pas mal. Est-ce que je me trompe d'adresse? Bien sûr. Donc, on va demander à Google pour ça. J'utilise souvent ce site pour les randonnées en montagne, par exemple, parce que c'est un site qui me permet d'avoir ma cartographie sur mon téléphone. Parenthèse à part, quand je veux me connecter pour voir tout ce que j'ai comme carte ou comme randonnée effectuée sur cette application-là, si c'est la première fois que je veux utiliser ce genre de site, je vais trouver soit pour me connecter, soit pour m'inscrire. Donc, si je suis nouveau et que je veux utiliser ce genre de prestation, je vais devoir, dans un premier temps, cliquer sur « S'inscrire » parce qu'ils ne me connaissent pas encore. Et c'est là où je vais arriver sur une page qui me demande comment je souhaite m'inscrire. Soit je veux réutiliser mon compte Facebook, Google ou Apple si j'ai un de ces trois comptes. Donc, dans ce cas-là, je vais être dirigé sur une autre page qui va me demander de mettre mon adresse Google et le mot de passe qui va avec, ou pareil pour Apple. Ou alors, je n'ai pas du tout envie d'utiliser ça. Et dessous, je peux à ce moment-là m'inscrire en mettant mon prénom, mon nom, mon adresse email et en choisissant un mot de passe. Donc, j'ai le choix dans ce cas, sur ce site-là. D'accord? Donc, c'est vrai que l'utilisation de cette première possibilité, ça évite de multiplier ces comptes, ces mots de passe, et ça peut sérieusement vous simplifier la vie. Et on part du principe, parce qu'il faut quand même essayer d'avoir un peu confiance dans la vie au niveau de ces systèmes informatiques, que ces grosses entreprises que sont Facebook, Google, Apple, ont un système de sécurité éprouvé. Hein, ils gèrent des millions de comptes à travers la planète. Donc, ils ont un système potentiellement plus sécurisé qu'un petit créateur de logiciels comme c'est le cas ici. Donc, pourquoi pas utiliser ce système-là? Donc ça, c'est un exemple de site où ce genre de compte va permettre d'être créé sous cette forme-là. Maintenant, je veux juste voir si je peux vous montrer un autre exemple avec Marmiton. C'est toujours la surprise parce que les sites changent tout le temps. La présentation peut avoir changé. Là, parenthèse à part, il y a toujours ces notions de cookies qu'on doit accepter quand on rentre sur ce genre de site. Donc, dans mon cas, je vais tout accepter. Et comme je disais, cet exemple de Marmiton, vous êtes peut-être plusieurs à l'utiliser pour trouver des recettes de cuisine. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un compte, je le répète, c'est juste pour mémoriser vos recettes préférées. Donc, je pourrais me connecter pour qu'ils sachent qui je suis. Étant un très mauvais cuisinier, je n'ai pas de compte chez eux. Quand je clique sur connexion, là, j'ai le même principe. Alors, c'est écrit bien petit. Je vais essayer de vous agrandir ça. Hop. Donc, l'idée, c'est effectivement d'avoir le choix comment je me connecte, comment je crée mon compte. Donc, il me propose, dans ce cas précis, uniquement Facebook. Donc, effectivement, si j'ai un compte Facebook, je vais profiter de ça. Alors, pour la fête des mères, ils veulent nous faire un abonnement plus intéressant, mais ça, on passe à autre chose. Donc là, j'ai le choix. Soit j'ai un compte Facebook, puis je vais l'utiliser, c'est-à-dire qu'il va me demander mon adresse email et le mot de passe que j'utilise pour Facebook. Ça m'évite d'avoir un autre mot de passe à gérer. Ou alors, j'ai créé un nouveau compte que pour Marmiton avec un mot de passe à ce niveau-là. Donc voilà juste deux exemples. Il faut vraiment juste observer ça quand vous allez accéder à un site qui demande une inscription. C'est est-ce que je peux réutiliser un compte que j'ai déjà
comme Google, Microsoft, Facebook, ou est-ce que je crée quelque chose de complètement à part? Alors, j'en reviens à ma présentation. Donc, la suite, c'est que je voulais faire un parallèle avec quelque chose que vous avez peut-être dans votre porte-monnaie, le Swisspass. Le Swisspass, c'est quelque chose qui existe déjà depuis bien quelques années, qui a été créé au départ pour gérer le principe du demi-tarif ou de l'abonnement général, par exemple, pour les CFF, entre autres. Mais ils l'ont géré de manière plus globale. L'idée de cette carte, alors c'est encore de la peine un peu à prendre, hein, peut-être ça va évoluer. Et encore, quand on voit la votation qu'il y a eu sur l'identité numérique, on voit que les gens sont un peu réticents à l'idée que toutes les informations soient stockées au même endroit. Mais l'idée de ça, c'est justement plutôt que d'avoir une pile épaisse comme ça dans son portefeuille avec toutes les cartes, ça sera la carte pour le demi-tarif, le permis de conduire, la pièce d'identité, éventuellement, à l'époque, cet hiver, pour aller dans les stations de ski, il y avait peut-être l'abonnement pour les remontées mécaniques. Il y a les cartes de fidélité dans certains magasins, etc., etc. Au lieu d'avoir toutes ces cartes, l'idée, c'est que les entreprises peuvent s'affilier à Swisspass, être enregistrées dans ce système-là, et en fait, le numéro qui vous est attribué pour le demi-tarif devient votre numéro ailleurs, dans d'autres entreprises. Donc comme ça, en fait, quand on vous demande de présenter votre demi-tarif, ça va être ça, mais vous pourriez aussi utiliser ça pour peut-être rentrer dans une salle de spectacle, et votre billet se trouve être sur cette carte aussi. Donc c'est vraiment l'idée de centraliser l'information, effectivement, puis d'avoir qu'une seule carte, d'avoir un niveau de sécurité qui est géré aussi à ce niveau-là. Donc il y a, voilà, comme je disais, l'abonnement général, les forfaits de ski, les vélostations, vous savez, c'est parking à vélo aussi qui est à différents endroits, ils utilisent ce genre de choses. Le salon de l'auto de Genève utilisait aussi ça pour les gens qui avaient un abonnement à la semaine ou quelque chose comme ça. Oui, alors abonnement général, demi-tarif, je crois que c'est vraiment, c'est pas l'abonnement TPG qui est là-dedans, je crois que c'est vraiment que la notion d'abonnement général, demi-tarif qui est stockée. Mais ça évolue tout le temps. Donc en allant sur le site de Swisspass, on peut voir justement toutes les entreprises qui sont affiliées, qui utilisent ça, puis il y a vraiment de tout. Il y a des musées, il y a des salles de spectacle, etc., etc. Je crois que les festivals aussi, dans certains cas, avaient utilisé ça. Donc, je faisais un parallèle avec ça pour dire que ça, c'est physiquement parlant une carte, mais c'est l'idée du compte. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai en plus de ça, quand je m'inscris sur Internet avec cette carte, je dois choisir un mot de passe qui me permet après de voir les transactions qu'il y a eu sur ce biais-là. Donc, je voulais juste faire une petite parenthèse pour vous montrer ça, hein, si vous voulez aller voir ce site Swisspass. Alors, est-ce que j'y arrive là? Oui. On va juste revenir sur Google. Hein, donc, si vous rentrez dans ce site Swisspass, on voit que je pose la question à Google et la première chose qui me montre, c'est effectivement le site des TPG, où il parle du Swisspass plus les TPG. Hein, donc, ça, c'est clairement mentionné là-dessous. Et si je vais plus loin, on voit justement le site officiel de Swisspass qui, si je vais cliquer dessus, me permettra de voir un peu plus de quoi il s'agit. Avec la version allemande qui apparaît en premier, ce qui est souvent le cas, c'est qu'on a, faut bien chercher, hein, c'est souvent en haut, mais vous avez la possibilité de changer de langue. Donc là, le DE, si je clique dessus, je vais pouvoir passer à la version française. Et puis après, l'idée, c'est que si vous avez déjà cette carte qui vous a été donnée pour le demi-tarif ou l'abonnement général, vous n'avez pas forcément de compte en ligne, mais vous pouvez vous inscrire après coup. Donc il y a la notion d'enregistrement. On va vous demander justement ce numéro de cette carte, de choisir un mot de passe, etc. Mais comme on peut le voir plus bas, il y a différentes informations qui sont proposées, puis il y a aussi des offres spéciales, etc., etc. Donc pour le moment, il parle de 250 entreprises de transport, mais il n'y a pas que des entreprises de transport, sauf erreur. Donc voilà, il parle de nouveau, hein, comme on parlait tout à l'heure, l'identifiant Swisspass. Donc on a ce mot de nouveau de compte, d'identifiant, donc c'est vraiment toujours la même chose. Hein. Donc voilà, ça c'est vraiment le cas qu'on peut retrouver dans de nombreux sites.
Maintenant, je vais aborder réellement la problématique qui est liée à ça, c'est la problématique du mot de passe. On a parlé des comptes, à quoi ça peut servir, est-ce que c'est nécessaire ou pas, mais chacun de ces comptes nous demande de choisir un mot de passe la première fois, lors de l'inscription. Et qu'est-ce qu'il y a comme problématique à gérer? Donc, là encore, je vais faire un parallèle avec la vie de tous les jours. On a tous un trousseau de clés dans une poche, avec une ou plusieurs clés, pour protéger nos biens. Donc, ça peut être le logement, ça peut être notre cave, ça peut être le véhicule, le coffre-fort, etc., etc. On pourrait aussi remplacer tout ça par une seule clé, ça serait bien pratique. D'accord? Déjà, dans un logement, comme je disais, dans les nouveaux immeubles, souvent, au lieu d'avoir une clé pour la boîte aux lettres, une clé pour la cave, une clé pour l'immeuble, une clé pour l'appartement, etc., il y en a une qui ouvre tout. Mais qui est quand même différente de la clé de mon voisin. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir ouvrir sa porte d'entrée avec ma clé. Pourtant, on a pu ouvrir l'immeuble avec notre propre clé. Donc, il y a une intelligence dans cette clé qui a été développée, mais c'est ce qui a permis d'avoir une seule clé. D'accord? Donc, c'est plus simple, effectivement. On n'a qu'une seule clé au trousseau. Maintenant, si on la perd, on perd les clés de tout ce qu'on avait besoin d'ouvrir, y compris peut-être de la voiture, si c'était la même clé qui ouvrait tout. Donc, ça peut être très délicat dans ce genre de cas. Ou alors, si vous devez prêter cette clé à quelqu'un pour qu'il vienne juste relever le contenu de votre boîte aux lettres pendant votre absence, si vous avez confiance en cette personne, il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous voulez qu'il accède juste à la boîte aux lettres, mais pas qu'il puisse rentrer chez vous, c'est une clé qui ouvre tout maintenant dans ces immeubles. Donc, avec cette même clé, il pourrait rentrer chez vous s'il faut ou s'il est curieux ou autre. Donc, il y a toujours ce revers à cette simplification. Et clairement, dans le cadre de l'informatique, on nous déconseille d'utiliser le même mot de passe partout. Et quand je vois comme on disait, dans les espaces quartiers ou chez les clients que je vais dépanner régulièrement, malgré tout, quand même, la flemme, je dirais, c'est de mettre le même mot de passe partout. Donc, on va voir pourquoi c'est peut-être pas la bonne idée, puis comment on pourrait éviter ça. Donc, la boîte aux lettres, la maison, la voiture sont protégées par des clés. Dans le cas des mots de passe, qu'est-ce que ça protège? Ne serait-ce déjà que la boîte email. Vous avez une adresse email. On me dit souvent, oui, mais j'ai pas de mot de passe pour mon email. Regardez, quand j'allume mon ordinateur, je clique sur email et j'ai mes messages. Je prends mon téléphone, je vais dans email, j'ai mes messages, j'ai pas de mot de passe. Mais en fait, le mot de passe a été mémorisé au début. Quand on l'a mis en route, votre système, ça a été mis en mémoire comme ça. Donc, il y a quand même un mot de passe. Et si votre téléphone tombe en panne, il faudra le mot de passe pour le remettre en place sur le nouvel appareil. Ou si vous changez d'ordinateur, il faudra aussi connaître ce mot de passe. Les appareils qu'on a dans les mains, ordinateur, smartphone, tablette, ils ont souvent un mot de passe pour l'ouvrir. Et puis, après, selon les logiciels qu'on va utiliser ou les sites qu'on consulte, il y a les autres mots de passe. Vous avez l'e-banking, on en parlait tout à l'heure. Si vous n'avez pas encore fait le pas de voir avec votre banque pour avoir un accès e-banking, le jour où vous le faites, ils vont vous envoyer un mot de passe qu'ils ont choisi eux, mais que vous allez devoir changer vous-même pour choisir votre mot de passe personnel. C'est quelque chose qui est secret, que même eux n'ont pas accès. Les clouds, je l'ai mentionné en quelques secondes tout à l'heure, un endroit où je peux stocker mes photos, etc. C'est aussi protégé par des mots de passe, etc., etc. Tous les sites qu'on a déjà mentionnés, c'est toujours la même chose. C'est les données que je stocke sur Internet doivent être protégées. Mes contacts ont besoin de connaître mon adresse email pour pouvoir m'écrire, de la même manière qu'ils doivent connaître mon adresse pour m'envoyer un courrier par la poste. Mais par contre, pour retirer mon courrier, ils n'ont pas la clé pour ouvrir ma boîte aux lettres à la maison. De la même manière qu'ils n'ont pas besoin, il ne faut surtout pas qu'ils aient votre mot de passe pour pouvoir vous envoyer un mail. C'est vraiment quelque chose pour sécuriser. Maintenant, comment choisir un bon mot de passe? Tout à l'heure, je me demandais depuis combien de temps vous avez cette conférence. On voit, en 2017, j'étais allé chercher cet article dans le 20 minutes.
en fait, il y avait tout un article qui avait été fait où il parlait d'un certain Bill Burr qui, en 2003, avait fait une sorte de document technique aux États-Unis pour expliquer quelles étaient les bonnes pratiques pour gérer les mots de passe, comment faire un mot de passe qui soit sécurisé. Hein, donc, il avait fait toute une étude à ce domaine-là. Et puis, récemment, justement, il a un peu regretté de ce qu'il avait fait parce qu'il s'est rendu compte que ça avait eu un effet pervers, c'est-à-dire que il avait dit qu'il fallait avoir des caractères spéciaux, des lettres majuscules, des lettres minuscules, ça on connaît par cœur. Hein. Chaque fois qu'on veut créer un mot de passe, on nous demande ce genre de choses, qui doit être changé régulièrement. Ça, entre guillemets, heureusement, on ne nous oblige pas à le faire pour la plupart des sites auxquels on accède. Mais il s'est rendu compte qu'à cause de ces conseils, ben forcément, on en arrivait à avoir beaucoup de mots de passe, souvent très simples finalement, avec une même logique. Les gens se disaient, si je prends ce cas-là, on veut écrire le mot password parce que c'est un mot de passe, on va s'en rappeler, mais on change quelques lettres. Par exemple, le A, on met un arrobase, le O, on met un chiffre 0, puis on rajoute un point d'exclamation à la fin, puis ça fait l'affaire. Effectivement, ça répond aux critères qu'on nous demande pour les mots de passe. Mais ça veut dire qu'il y a potentiellement des millions de personnes à travers la planète qui utilisent la même logique, qui utilisent cette même astuce de changer quelques lettres, de rajouter un symbole à la fin. Donc, pour que... à cause de ça, les pirates, ou plus précisément les logiciels que les pirates utilisent, qui vont essayer de trouver votre mot de passe, vont déjà essayer d'appliquer ces règles-là. Parce que justement, ça va être... il y a une forte chance qu'ils vont tomber sur un mot de passe plausible, valable. En plus de ça, dans certains cas, les systèmes obligeaient à changer de mot de passe régulièrement. Donc là, il parlait au moins tous les 90 jours. Alors, je ne sais pas parmi vous qui a changé son mot de passe de son email il y a moins de 90 jours. C'est rarement le cas. Hein, tant qu'on n'a pas un mot de passe qu'on a oublié, égaré ou qu'un site nous oblige à le faire, ben, on ne le change pas. Parce que voilà, c'est bien pratique de l'avoir. Moi, j'ai toujours en tête un client que j'avais dépanné, en l'occurrence une banque privée où le responsable informatique nouvellement nommé avait décidé de revoir complètement la sécurité de l'entreprise et il avait fait en sorte que les utilisateurs devaient changer de mot de passe chaque semaine, ne pouvaient pas réutiliser le même mot de passe qu'ils avaient déjà utilisé les 6 mois précédents, et puis bien sûr avec les critères qu'on connaît, majuscules, minuscules, lettres, chiffres, etc. Mais voilà, la première semaine ça allait, la deuxième ça allait, et puis au bout de la troisième semaine, les gens ils ne savaient plus quoi faire. Ils ne se rappelaient plus des mots de passe. Résultat, ils l'écrivaient sur un petit papier qui collait sous le bureau ou sur l'écran de l'ordinateur. Donc d'un côté, le responsable informatique a voulu faire ça beaucoup plus sécurisé. Puis de l'autre côté, ben, c'est devenu moins sécurisé parce que les gens ne s'en sortaient plus. Je dirais c'est comme si pour rentrer dans votre maison, on vous disait que chaque semaine, on vous donnait une nouvelle clé. Et à un moment donné, vous dites, moi je m'en sors plus, je la laisse sur la porte, comme ça je suis sûr que c'est la bonne clé. Puis bah, ça veut dire que n'importe qui peut rentrer dedans. Donc c'est là que c'est difficile de gérer, c'est cet équilibre entre sécurité et facilité, parce que si on va trop loin dans la sécurité, c'est un enfer. Donc maintenant, il essaye de donner d'autres conseils. Alors on va essayer de se baser un peu là-dessus. Mais typiquement, quand on veut créer un mot de passe, plutôt que d'utiliser des mots simples du dictionnaire et qu'on modifie que quelques lettres, qu'on rajoute des chiffres, c'est se baser par exemple sur une phrase. Je ne sais pas, vous avez peut-être une chanson favorite ou un poème que vous aimez beaucoup, c'est de prendre la première phrase et en prenant la première lettre de chaque mot, par exemple, ça fait quelque chose qui n'est pas un mot, mais qui peut être facilement mémorisé, par exemple. C'était ce genre d'idée qui donnait. Donc, pour continuer dans cette notion-là, je prends des exemples de mots de passe qu'on voit assez facilement et assez couramment. Par exemple, montagne 1, c'est un mot de passe qui, dans la plupart des cas, est tout à fait acceptable sur les sites actuels. Il y a une majuscule, il y a des minuscules, il y a un chiffre, ça fait minimum 8 caractères. Donc ça pourrait être accepté. Ou Georges 82, voilà, le prénom de quelqu'un dans mon entourage, mais une année de naissance, ben ça pourrait être aussi un mot de passe accepté. Ou le password modifié légèrement avec un chiffre par-ci, par-là, ça peut être aussi tout à fait accepté.
J'ai trouvé quand j'avais fait cette démarche-là un site qui a été fait par l'entreprise Kaspersky qui propose des antivirus que je vais juste vous montrer pour vous donner un exemple. Je vais vous ouvrir ça sur leur page. Alors, on va de nouveau agrandir un petit peu tout ça. Hop. Alors, l'idée, c'est un site qui vous permet de, entre guillemets, jouer avec les mots de passe pour vous rendre compte si un mot de passe est sécurisé ou pas. Donc, ce n'est pas le but de créer votre nouveau mot de passe avec ça. Donc, mettez pas un mot de passe officiel que vous utilisez, mais juste pour vous donner une idée, voir si cette manière de créer un mot de passe est sûre ou pas. Donc, si j'écris l'exemple que j'ai mis tout à l'heure, j'écris montagne 1. On va le voir. Souvent, quand vous écrivez les mots de passe, il y a un petit œil qui apparaît au bout de la ligne qui vous permet de visualiser le mot de passe que vous avez tapé. Comme ça, on peut voir ce qu'il en est. Quand on arrive sur un site qui nécessite la création d'un mot de passe, vous avez souvent une petite bande en bas qui vous dit si le mot de passe est sécurisé, moyennement sécurisé ou totalement non sécurisé. Ce qui est le cas ici, par exemple, montagne 1, il me dit il est grand temps de changer de mot de passe. Mauvaise nouvelle, le mot de passe est courant où il s'agit d'un mot. Ce mot de passe est apparu 33 fois dans une base de données de mots de passe ayant fait l'objet d'une fuite. Donc, clairement, c'est un mot de passe qui n'est pas suffisamment sécurisé. Puis en plus de ça, ce site, ce que je trouve assez amusant, c'est qu'il dit plus bas que ce mot de passe peut être craqué, donc peut être découvert par un ordinateur de bureau standard, c'est-à-dire l'ordinateur que vous et moi avons, pas forcément quelque chose d'ultra puissant. Il lui faudrait environ 2 heures si ce mot de passe était stocké quelque part pour arriver à le trouver. Donc avec un logiciel tout simple. Donc si je prends un autre exemple qui peut donner l'impression d'être plus sérieux, c'était le mot de passe password avec un chiffre par-ci, un chiffre par-là. On voit que la petite bande elle est un petit peu plus colorée. Si je vais voir plus bas, ce qu'il en dit, c'est que ça prend 2 fois plus de temps, ça prend que 4 heures pour trouver ce mot de passe éventuellement, si quelqu'un un pirate avait accès à votre ordinateur. Sachant que 4 heures, ça semble beaucoup, mais en fait, les vrais pirates qui veulent faire du mal, qui veulent trouver un mot de passe important, ils n'ont pas qu'un ordinateur tout simple à leur disposition, et ils ont potentiellement des centaines d'ordinateurs à travers la planète qui font travailler en même temps pour essayer de trouver le mot de passe facilement. Donc ça peut être quelques secondes et pas 4 heures. Donc ces mots de passe, clairement, sont trop simples par rapport à ce qu'il faudrait faire. Donc on va voir un petit peu plus loin maintenant, c'est comment faire mieux. Et puis j'ai un ami qui m'avait envoyé un mail quelques jours avant que je fasse la première conférence pour détendre un petit peu l'atmosphère. Je trouvais assez sympa de partager ça avec vous. Là, il est peut-être déjà reçu. En fait, c'était l'idée que quelqu'un, justement, s'inscrit sur un site, on lui demande de choisir un mot de passe. Donc, il prend le premier mot qui lui passe par la tête, il dit « je vais mettre chou comme mot de passe ». Puis il clique sur le bouton pour valider le mot de passe. Le site lui dit « désolé, le mot de passe doit contenir au moins 10 caractères ». Ok, donc il modifie ça, il met chou-fleur. De nouveau, il clique sur valider. On lui dit le mot de passe doit contenir au moins un chiffre. Donc, il rajoute un chiffre, un chou-fleur. Il ne peut pas comporter d'espace. Donc, il avait mis des espaces où il ne fallait pas entre 1 et chou-fleur. Donc, il commence à s'énerver un petit peu. Ça devient 50 foutus chou-fleur. Là, il n'y a plus d'espace. Il y a des chiffres. Ça fait plus que 10 caractères. Donc, il se dit, c'est bon, je vais être tranquille. Puis, on lui dit, désolé, le mot de passe doit comporter au moins une majuscule. Alors, il commence à perdre un peu patience. 50 foutus chou-fleur, là, maintenant, il y a des majuscules, ça devrait être bon. Désolé, le mot de passe ne peut pas contenir de majuscules successives, donc 2 majuscules qui se suivent. Donc, il alterne les majuscules et il commence à vraiment s'énerver. Il y a un caractère spécial qui commence à venir avec le point d'exclamation, donc là, on devrait être bon. Désolé, le mot de passe ne peut pas contenir de signe de ponctuation. C'est inhabituel, mais vraiment, là, il en a un petit peu marre. Donc, il se lâche. Et puis, il va vraiment jusqu'au bout de ce qu'il dit. C'est 50 foutus chou-fleur de merde que tu peux te foutre où je pense si c'est pas bon. En espérant que cette fois-ci, c'est bon. Et il a un message lui disant « Désolé, ce mot de passe est déjà attribué ». Donc, il abandonne.
et il ne va pas sur ce site. Alors, bien sûr que ça ne va jamais se produire ce cas concret, pour une raison toute bête, c'est que ça, on ne va jamais vous dire qu'un mot de passe est déjà attribué. Ce n'est pas possible. On ne peut pas vous dire, et c'est souvent la question qu'on me pose, on ne peut pas vous dire, oui, mais ce mot de passe, il y a peut-être déjà quelqu'un qui l'utilise. Des fois, quand je vais aider un couple, monsieur me dit, ah oui, mais je ne peux pas utiliser ce mot de passe, mon épouse utilise le même pour sa boîte mail. Mais ça n'a aucune importance. En fait, le mot de passe, c'est privé. Personne d'autre que vous peut le connaître. Donc, le site sur lequel je m'inscris, même si ce mot de passe est utilisé par des millions de personnes à travers la planète, il ne peut pas le savoir. Donc, je peux l'utiliser. La seule chose que je ne peux pas réutiliser et qui pourrait me dire, attention, c'est déjà attribué, c'est l'identifiant. L'identifiant, c'est ça qui vous identifie. Donc ça doit être unique. Donc si on me demande de m'inscrire, puis que dans l'identifiant, je mets Pascal Bujard, parce que c'est comme ça que je m'appelle, puis qu'il y a un autre Pascal Bujard dans le monde qui s'est déjà inscrit, on va me dire c'est déjà attribué. Et c'est là où je devrais mettre peut-être Pascal Bujard 1 ou Pascal Bujard Genève, ou etc. Mais pour le mot de passe, vous pouvez vraiment faire comme vous voulez et réutiliser le même mot de passe que vous avez utilisé ailleurs. Donc, petite parenthèse fermée. Comment est-ce qu'on peut faire mieux pour la création de ces mots de passe? Alors, je reprends l'exemple du conseil que donnait ce monsieur au niveau de la sécurité, de prendre des phrases ou des mots qui ne veulent pas forcément dire grand-chose et de les coller ensemble. Donc là, par exemple, je fais du ski de fond en hiver, donc j'ai mis neige, ski, Vatay, parce que voilà, par exemple, c'est une station où je vais faire du ski de fond de temps en temps. Moi, l'être humain qui est devant cet écran-là, je les vois, les trois mots. D'accord? Mon cerveau, il les voit tels quels. Je n'ai même pas besoin, dans certains cas, les gens mettent la première lettre de chaque mot en majuscule pour les voir ressortir, mais je n'ai pas besoin, là, je les lis. Mais tout à la suite, c'est un mot qui ne veut rien dire pour une machine. Ou alors, ben voilà, j'ai des chats, je suis informaticien, mon chat qui se couche sur mon écran ou mon clavier d'ordinateur, ben c'est un chat informaticien, donc pareil, je mets chat informaticien. Ça pourrait être un mot tout à fait valable. Je peux m'en souvenir facilement, mais au niveau électronique, au niveau piratage, c'est déjà plus difficile pour eux d'arriver à trouver un tel mot de passe. Ou alors voilà, je me fais presque bousculer par une petite dame avec sa trottinette électrique sur le trottoir. C'est une mamie trottinette. Bah, mamie trottinette, ça va très bien. Donc ça, c'est des mots de passe qui pourraient techniquement suffire et qui seraient faciles à se souvenir. Mais est-ce que c'est suffisant? Ben, malheureusement pas, parce que ben, voilà, la sécurité étant ce qu'elle est, on nous a obligés depuis des années à avoir des chiffres, des majuscules, voire même des points de ponctuation. Est-ce qu'on utiliserait le même mot de passe partout? Ben, ce n'est pas forcément la bonne idée. Je refais un petit parallèle sur ces histoires de clés. Si je perds la clé de ma boîte aux lettres et que c'est la même clé qui me sert à ouvrir ma porte d'entrée, je sais pas, le chalet à la montagne, parce que je me suis simplifié la vie, j'ai mis le même cylindre partout, ben, le jour où je perds une clé, je vais devoir changer les cylindres partout. Ou alors la personne qui trouve cette clé, elle peut essayer de rentrer partout. Donc c'est délicat. Le problème des mots de passe, c'est un peu la même chose. Vous avez peut-être déjà eu ces derniers temps, où ça fait déjà quelques années ça circule, un mail, souvent en anglais ou en allemand, qui vous dit, j'ai 2-3 clients qui ont eu ça, petit coquin ou petite coquine, je vois que tu vas sur des sites pornographiques, d'ailleurs je connais ton mot de passe, puis son mot de passe est écrit en toutes lettres. Je t'ai filmé à ton insu, comme c'est ton adresse email, j'ai tous tes contacts. Si tu ne me donnes pas de l'argent dans les 24 heures, je vais envoyer les photos, les vidéos que tu vas consulter à tous tes proches, tous tes contacts. Donc c'est un chantage. La première fois qu'un client m'a parlé de ça, clairement il m'a dit mais je ne vais jamais sur des sites pornographiques, donc c'est une erreur. Mais c'est troublant quand même. Parce qu'il y a mon mot de passe qui apparaît sur cet email. Comment il connaît mon mot de passe? Et en fait, quand il a dit mon mot de passe, ce qui n'est pas juste, c'est que c'est un mot de passe qu'il utilise. Ce n'est pas mon mot de passe. Mais comme il utilise le même mot de passe partout, pour lui, c'est le seul et unique qu'il connaît. Donc il a trouvé ça très louche. Et il s'est dit, bah, c'est peut-être bien mon email. On est peut-être rentré dans ma boîte mail et on a peut-être effectivement récupéré mes contacts.
Il y a des sites très très connus qui se sont fait pirater leur système de sécurité, comme Facebook, comme Yahoo, où il y a des millions d'adresses mail avec leurs mots de passe qui ont été avalés par ces systèmes informatiques et qui circulent sur des réseaux parallèles sur Internet. Donc, ce n'est pas compliqué d'une certaine manière de recevoir un mail avec votre adresse mail et un mot de passe qui vous parle parce que vous l'avez utilisé peut-être il y a 10 ans, peut-être vous ne l'utilisez plus. Hein, genre Facebook, vous avez peut-être créé un compte sur Facebook il y a 10 ans, puis depuis, vous n'y avez plus jamais mis les pieds, mais ce mot de passe a été un jour mémorisé chez eux. Donc, le fait d'avoir le même mot de passe partout, c'est délicat parce que ça veut dire que si Facebook est piraté, le pirate peut se servir de ce même mot de passe pour potentiellement rentrer partout, dont rentrer dans votre adresse mail et à ce moment-là, faire plus de dégâts, c'est-à-dire d'écrire à vos proches en disant au secours, je suis bloqué à l'autre bout du monde, on m'a volé mon argent, mon téléphone, envoie-moi de l'argent par Western Union, sinon je ne peux pas rentrer en Europe, par exemple. Et ça, il y a beaucoup de gens qui reçoivent ce genre d'arnaque. Récemment, j'ai même un couple, toutes les 5 secondes, ils avaient un téléphone parce que le message disait, qui a été envoyé donc à tous leurs proches, disait chers amis, j'ai le regret de vous informer que mon mari vient de décéder tragiquement, etc. C'était pas vrai. Mais il y a des centaines de messages qui sont partis auprès de tous les proches, espérant justement que les gens allaient lui proposer de l'aide financière, etc. Donc, un mot de passe, ça peut avoir, qui est volé, ça peut avoir ce genre de conséquences, plus que d'aller servir sur votre compte bancaire. Ça, il y a peu de risques, hein, vraiment très très peu de risques, mais de rentrer dans votre boîte mail, plus. Donc, avoir un seul mot de passe, ce n'est pas forcément une bonne idée. Donc, ce que vous pourriez éventuellement faire pour ne pas trop vous compliquer la vie quand même, c'est d'avoir le mot de passe que vous pouvez vous souvenir facilement, puis de rajouter pour chacun des autres sites quelque chose qui le différencie. Par exemple, pour la banque, vous rajoutez après un trait d'union, puis BNK, pour dire que c'est la banque. Pour l'email, -EML, une abréviation de email. Pour EasyJet, -OZJ. Donc, ça veut dire que le début serait le même, mais à chaque site, on rajoute quelque chose de différent derrière. Ce qui fait que le mot de passe, au final, est différent dans chaque site. Et puis voilà, les exemples, on peut les compléter comme ça. Donc, si je fais maintenant une association des deux idées que j'ai mentionnées tout à l'heure, mon chat informaticien, on m'oblige d'avoir un 1. On m'oblige d'avoir une majuscule, donc je l'ai mis sur le i de informaticien. Et c'est le mot de passe que je vais utiliser pour la banque, donc je rajoute -BNK, par exemple. Et puis à ce moment-là, je pourrais utiliser chat informaticien 1, -OML pour les emails, -OZJ pour EasyJet, etc. Mais le début, je me rappelle, parce que voilà, c'est quelque chose que j'ai choisi, qui a un sens, qui me fait sourire, qui me fait penser à ma mamie qui est en trottinette, par exemple, etc. Hein, donc, mamie trottinette, pareil, j'ai mis mamie, un T pour trottinette avec en majuscule, le chiffre, c'est peut-être mon année de naissance ou celle d'un de mes proches, -OML, etc., etc. Donc maintenant, je vais revenir sur le même site que tout à l'heure pour voir, avec ce genre de méthode, si effectivement ça simplifie, enfin ça sécurise mon mot de passe. Donc, je reviens sur le même site que tout à l'heure. Je vais afficher le mot de passe tout à l'heure. Donc, j'écris mamie trottinette. Donc, pour le moment, j'ai mis juste mamie trottinette avec un T majuscule et on voit que pour lui, ça, c'est un mot de passe qui est bon. D'accord? Il est résistant au piratage. Si je descends, il me dit qu'il est dans aucune base de données. Il me dit qu'avec un ordinateur normal, il faut 23 siècles pour que le mot de passe soit piraté. 23 siècles, je pense qu'on est un peu tranquille. Donc, déjà là, ce mot de passe, il pourrait être sécurisé. Le problème, c'est que les sites habituels nous demandent des chiffres. Donc, on va rajouter un chiffre. Par exemple, 82. Donc là, de nouveau, il nous dit qu'on est passé à 2263 siècles. Et puis, comme on doit avoir un signe de ponctuation avec, comme je disais, de distinguer pour chaque site, je vais rajouter le trait d'union BNK, comme ça c'est le mot de passe que je vais utiliser pour ma banque et je m'en rappellerai. Puis à ce moment-là, on a un mot de passe où ça dépasse les 10 000 siècles d'après ce qu'il dit sur un ordinateur traditionnel. Je vous rappelle, ça semble complètement hors de propos parce qu'effectivement, c'est plus à taille humaine, mais
des organisations malveillantes peuvent avoir des milliers d'ordinateurs qui vont réveiller d'un clic de souris pour aller chercher un mot de passe. Hein. On parle beaucoup de virus. Il y a certains virus, c'est leur but, c'est de prendre contrôle d'ordinateurs à travers la planète, le vôtre par exemple, pas pour vous faire du mal à vous, mais pour se servir de votre ordinateur comme outil de travail pour aller faire du mal à d'autres. Par exemple, pour faire ce genre de calcul. Moi, je me rappelle, il y a une vingtaine d'années en arrière, j'avais installé un petit programme sur mon ordinateur quand il faisait rien. Vous savez, on a souvent cet économiseur d'écran avec des choses qui tournent, etc. C'était à l'époque indispensable pour les vieux écrans cathodiques. J'avais un petit logiciel je crois que c'était la NASA, qui recevait des données considérables justement de l'espace, et puis il se servait des ordinateurs des particuliers pour faire des calculs pendant que l'ordinateur servait à rien. Donc, il y avait potentiellement des milliers d'ordinateurs à travers la planète qui calculaient pour la NASA gratuitement. Et d'une certaine manière, les pirates font la même chose maintenant, sauf que on ne le sait pas. Donc tout d'un coup, notre ordinateur est ralenti parce qu'il est peut-être en train de servir à faire ce genre de choses, de trouver un mot de passe ou d'attaquer un site internet, etc. Donc les 10 000 siècles ou plus, s'il y a 10 000 ordinateurs, c'est plus qu'un siècle. Alors ça reste beaucoup, hein, mais ça peut être des centaines de milliers d'ordinateurs, etc. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, c'est un système qui... une méthode qui pourrait vous aider à avoir un mot de passe plus sécurisé sans que ça devienne ingérable pour vous de vous en souvenir. J'avais mis aussi un site internet, mais bon, là c'est un peu compliqué de vous montrer ça comme ça, mais c'est pour voir si votre mot de passe, le mot de passe que vous utilisez a été piraté. Ça figure régulièrement dans les journaux quand il y a des grosses attaques sur un site connu. On vous dit d'aller vérifier si vous êtes potentiellement concerné. Mais clairement, Yahoo, qui est un grand site américain, s'est fait pirater leur système il y a déjà bien une dizaine d'années, je crois. Ils ont informé leurs clients qui avaient une boîte mail chez eux en disant, écoutez, voilà, c'est le moment d'aller faire de l'ordre, d'aller modifier vos mots de passe parce que là, il y a eu un souci. Des fois même, le système est bloqué. Potentiellement, si votre banque pense qu'il y a un virus dans votre ordinateur, ils peuvent très bien bloquer l'accès à votre e-banking, prendre contact avec vous par courrier en disant, écoutez, pour des questions de sécurité, on a bloqué votre accès parce qu'on pense que votre ordinateur est infecté. Donc le danger est vraiment limité. Maintenant, je veux vous donner 2-3 petits conseils sur comment faire pour éviter d'oublier ces mots de passe. Parce que ça, c'est le problème majeur. Pensez à vous faire une liste des sites où vous vous êtes inscrit. Donc, par exemple, voilà, ce soir, vous rentrez à la maison, vous voulez acheter de la marchandise à la Migros, vous allez vous inscrire pour la première fois. Notez la date à laquelle vous avez fait ça, le site, migros.ch ou leshop.ch, et puis le mot de passe. Et à la limite, au lieu de mettre le mot de passe en toutes lettres, si vous voulez plus de sécurité, vous pourriez mettre par exemple les 2 premières lettres, puis les 2 dernières, pour juste vous remettre dans le contexte, avec des points de suspension. Parce que le fameux mamie trottinette, vous vous en rappelez, ça, il n'y a pas de souci. L'année de naissance ou le chiffre que vous avez mis, c'est votre chiffre favori, vous vous rappelez. Donc voilà, vous laissez des trous comme ça. Si jamais quelqu'un se tombe sur cette feuille, il n'a pas accès à vos mots de passe et il ne peut pas rentrer dedans. Si vous changez de numéro de téléphone portable, le lien que je fais avec le mot de passe semble un peu bizarre, mais souvent, quand on s'inscrit sur un nouveau site, on vous demande de choisir un mot de passe, on vous demande d'indiquer votre numéro de téléphone portable. Vous avez un SMS qui arrive suite à ça que vous devez confirmer sur l'ordinateur. Comme ça, ils savent que c'est bien votre numéro que vous avez rentré. L'intérêt, c'est que le jour où vous perdez le mot de passe, vous dites mot de passe oublié, vous recevez un code sur votre portable par SMS qui vous permet de créer un nouveau mot de passe. Donc ça marche pour autant que vous n'avez pas changé de numéro de portable, parce qu'à ce moment-là, l'ancien numéro, vous ne l'avez plus, et vous êtes coincé. Et ça peut être vraiment très problématique. Pareil, si vous changez d'adresse email, vous étiez sur Gmail, vous avez trop de pubs, vous décidez de passer ailleurs, il va falloir aller sur chacun de ces sites pour dire que vous avez changé d'adresse email. Je vous rappelle, c'est souvent ça qui vous identifie. Donc, en ayant fait une liste à l'avance, ça vous permet exhaustivement de prendre
site après site, de vous connecter, de dire voilà, j'ai une nouvelle adresse email pour que le problème soit réglé. Si on vous le propose ou si le site le met à disposition d'activer l'identification à 2 facteurs, c'est justement souvent lié à cette demande de numéro de mobile. Je vais accéder à un ordinateur inhabituel. Le site va peut-être me dire « Attends, il faut une confirmation sur ton téléphone portable, donc je vais t'envoyer un code. » C'est ça, cette identification à 2 facteurs. Ça sécurise. Là encore, quelqu'un vous vole votre mot de passe, il essaie à l'étranger d'accéder à votre site, votre boîte mail, il va être bloqué parce qu'il n'a pas accès à votre téléphone portable et à ce code temporaire. Maintenant, certains d'entre vous ont peut-être entendu ou voire même installé sur leur téléphone portable ou leur ordinateur des gestionnaires de mots de passe. Il y a plein de programmes, dans la plupart des cas gratuits, sauf erreur, que vous installez sur sur vos appareils et qui permettent de mémoriser pour vous les mots de passe pour chacun des sites auxquels vous accédez. Et même, vous propose de créer des mots de passe très complexes. Parce qu'ils se disent, comme on va les mémoriser pour vous, on peut les faire très complexes. Je suis un peu sceptique ou perplexe par rapport à ça parce que ça veut dire que d'une certaine manière, vous confiez vos mots de passe à une autre entreprise, à quelqu'un. Et puis même, dans certains cas, ils proposent une synchronisation, c'est-à-dire, je viens de rajouter un mot de passe sur mon ordinateur, mais j'aimerais qu'elle soit aussi sur mon téléphone portable et sur ma tablette. Donc ça veut dire que mon mot de passe, il va transiter par cette entreprise grâce à la synchronisation, donc grâce à Internet. Et qu'est-ce qui se passe si cette entreprise a un problème de piratage une fois? Que leur système est piraté, que leur base de données est volée, est-ce qu'on est sûr à 150% que nos mots de passe ne vont pas filer en un clic? Puis il y a un autre problème qui a été beaucoup plus concret pour moi lié à ça, quand mon frère m'a demandé de l'aide pour changer de téléphone portable, où dans le nouveau, il fallait remettre les mots de passe de l'email, les mots de passe de Facebook, etc. Son ancien téléphone portable a décidé de nous embêter ce jour-là. C'est-à-dire que son gestionnaire de mots de passe ne voulait plus le laisser rentrer. Donc, il ne lui reconnaît plus l'empreinte digitale. Et comme il avait eu l'habitude de mettre que son pouce pour l'ouvrir, il ne se rappelait même pas du mot de passe qu'il avait mis pour rentrer dans cette base de données de mots de passe, donc il était coincé. Ou alors, plus bête, l'ordinateur tombe en panne, le gestionnaire est dans l'ordinateur, qu'est-ce que je fais pour mettre sur le nouvel ordinateur? Le mail, etc., etc. Si tout est stocké dans l'ordinateur qui est en panne, ça peut être très problématique. Donc, je ne suis pas convaincu que ça soit la meilleure solution. Il y a une chose qui ne tombe jamais en panne, c'est le papier crayon. Donc, pourquoi ne pas tout simplement aller à la papeterie du coin, acheter un petit carnet d'écolier quadrillé, par exemple, et puis de l'utiliser pour stocker toutes ces informations-là. Et pour vous simplifier, j'ai vu plein de variantes, mais si à chaque fois que vous rajoutez un mot de passe pour un nouveau site, je prenais l'exemple de la Migros, vous tournez toutes les pages pour trouver la prochaine page de livre, vous mettez le Migros, puis vous mettez le mot de passe. Le jour où vous cherchez un mot de passe, vous êtes obligé de tout feuilleter, parce que ce n'est pas par ordre alphabétique, c'est par ordre dans lequel vous avez créé ça. Donc pourquoi ne pas utiliser ce livre en faisant comme si c'était un agenda, un carnet d'adresses, avec dans la marge A, B, C, D, E, F. Comme ça, vous pouvez facilement aller sous F, puis trouver tout ce qui est Facebook. Vous allez sur M pour trouver la Migros, vous allez sur U pour trouver l'UBS, etc. Et comme ça, vous avez vraiment un classement facile. Et pour chacun des sites, de garder de la place. Si un jour vous devez changer de mot de passe, d'avoir la place de tracer l'ancien, de mettre le nouveau dessous, en indiquant la date à laquelle vous avez fait le changement. Comme ça, vous avez vraiment un suivi. C'est un petit carnet que vous gardez à la maison. Il est en sécurité. Il n'y a pas de raison que quelqu'un à distance puisse y avoir accès. Il n'y a pas de risque à ce niveau-là. Puis si un jour vous devez venir une fois, j'espère qu'on va pouvoir reprendre ce genre d'activité aussi à Cité Senior au plus vite, mais quand on fait les après-midi assistance, où vous pouvez venir nous demander de l'aide pour résoudre des problèmes informatiques sur votre tablette, votre téléphone ou autre, pourquoi laisser le carnet à la maison? Parce que si on vous le vole, si votre sac à main est volé dans le bus en venant, c'est dommage parce qu'il y a tous les mots de passe dedans. Laissez-le à la maison, mais peut-être notez
2-3 mots-clés sur un post-it ou sur un petit papier que vous mettez au fond de la poche pour venir jusqu'à nous parce que vous avez un problème avec Skype. Donc, pourquoi ne pas noter le mot de passe Skype à part sur une petite feuille, juste le temps de venir nous voir. Puis comme ça, au pire, c'est ce petit bout de papier qui a disparu. On ne sait pas forcément que c'est Skype. Enfin, faut ruser un petit peu, mais ce petit carnet, évitez de le sortir. Gardez-le à la maison précieusement. Et puis, encore une dernière chose par rapport à ces 2-3 conseils que je voulais faire. Pour éviter que votre compte puisse être piraté, 2-3 choses qui semblent évidentes, hein, mais on voit encore malheureusement des gens qui se font avoir. Personne ne va demander de mot de passe par email ou par téléphone. Donc, quand vous recevez un mail qui vous dit quel est votre mot de passe, etc., ça m'est arrivé récemment, un mail soi-disant de ma banque qui me disait, écoutez, on a vu des transactions inhabituelles sur votre carte de crédit qu'on vient de bloquer. Pour la réactiver au plus vite dans les 24 heures, il faut répondre à ces questions suivantes. Puis on nous demandait prénom, nom, date de naissance, mot de passe, etc. Évidemment que c'est une arnaque. D'accord? Mais malheureusement, il y a encore des gens qui se font avoir avec ça. Donc, quand vous recevez un mail comme ça, soi-disant de votre banque, ou ça peut être n'importe qui d'autre, hein, si vous avez un doute, vous laissez le mail de côté, vous prenez votre téléphone habituel, vous appelez votre gestionnaire à la banque que vous avez habituellement en ligne, ou le numéro de la hotline qui est marqué sur vos relevés, puis vous les appelez en disant, écoutez, voilà, on me dit que mon compte a été bloqué, est-ce que c'est vrai ou pas? Et là, vous pouvez avoir une information sûre à ce moment-là. Mais ne répondez pas, ne donnez pas de mot de passe directement. Le phishing, c'est typiquement ça, hein, un compte bloqué, fausse arnaque. Récemment aussi, un mail soi-disant d'UPS qui ne pouvait pas me livrer de la marchandise. Avec l'année qu'on a passée, ben, les gens se font livrer à la maison toutes sortes de marchandises. On leur dit que le colis n'a pas pu être délivré parce qu'on n'était pas là. Cliquez ici pour choisir une nouvelle date de livraison, ben, c'est une arnaque et on a un mail, enfin une page qui s'ouvre qui va nous demander des informations sensibles. Surtout pas. Mais effectivement, par inattention, si on est un peu mal fichu, si typiquement on attend d'urgence un colis, ça m'est arrivé récemment, on se dit mais c'est ça, il faut vraiment que je réponde rapidement. Donc prenez le temps de réfléchir, de se dire est-ce que c'est un lien ou pas. Et dès que vous avez un mail où c'est marqué « cliquez ici rapidement » ou « faites ceci en cliquant sur ce lien », c'est louche. D'accord? Dans le doute, changez le mot de passe depuis le site. C'est-à-dire que si EasyJet, par exemple, vous envoie un mail en disant « écoutez, on a eu des problèmes de sécurité, votre mot de passe a été volé », cliquez ici pour en changer. Ne le faites pas en cliquant ici, mais vous allez, comme vous faites d'habitude sur le site EasyJet, www.easyjet.com. Vous vous connectez avec votre mot de passe que vous avez précieusement marqué sur le petit carnet et vous allez dans la page changer le mot de passe. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir été embrigadé sur un site pirate. Vous êtes sur le site officiel. Et puis, donc, comme je le disais tout à l'heure, de ne pas se promener avec ses codes parce qu'effectivement, un client a fait ça l'erreur une fois, il avait tout son petit carnet dans son sac et puis il s'est fait voler son sac. C'était problématique. Alors, ce qui est tout à fait possible, hein, que la personne ayant volé son sac ait mis ce truc à la poubelle, parce que ce qu'il voulait, c'est l'argent, peut-être les cartes. Mais dans le doute, on a passé une demi-journée à changer tous les mots de passe de tout ce qu'on se souvenait encore. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce que je voulais vous mentionner aujourd'hui. Malheureusement, vous qui êtes à distance, vous ne pouvez pas me poser vos questions. Donc j'imagine qu'on va refaire cette conférence peut-être plus tard, dans des meilleures situations, meilleures conditions, puis là, vous serez bienvenus sur place pour poser vos questions. Mais messieurs qui êtes là, vous avez le temps de me poser des questions s'il y a des choses pas claires. Oui, exactement. Il y a tas de gens qui nous suivent de loin. C'est-à-dire qu'on est filmé au-dessus de vous, vous avez une caméra qui me filme, et puis il y a potentiellement des gens qui, à distance, peuvent nous suivre en direct ou en différé tout à l'heure. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions ou si pour vous tout est clair. Attendez, monsieur prend un micro, puis après on vous passe la parole. Le micro comme un cornet de glace. Activer l'identification à 2 facteurs. Oui. Comment le faire? Pour activer, oui. Oui, alors pour activer cette authentification à 2 facteurs, en fait, ça se fait presque naturellement. C'est-à-dire que quand vous vous inscrivez sur un nouveau site qui la propose, cette sécurité,
On va vous demander de mettre votre numéro de téléphone portable. On va vous envoyer un code justement sur le moment pour confirmer que c'est bien le bon numéro. Et puis, à partir de là, cette sécurité, elle est active. Pour la banque, ça se fait tout de suite, hein, vous n'avez pas le choix. Et puis, si c'est quelque chose que vous n'avez pas encore fait, c'est-à-dire votre email, par exemple, et vous dites « j'aimerais le faire maintenant », ben, il faut aller voir déjà si ce site le propose. Donc, ça vaut la peine, par exemple, je vais essayer de revenir sur Internet, vous montrer ça. Ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est déjà de voir si le site le propose. Donc, typiquement, si c'est votre boîte mail hein, et que vous êtes sur Gmail, vous pourriez demander à Google, Gmail, activer authentification. Alors, au fur et à mesure que j'écris, on voit que Google a déjà eu ce genre de questions. Donc, si je clique là-dessus sur activer double authentification, il va me montrer protéger votre compte avec la validation en 2 étapes. Ça, c'est aussi une autre manière de parler de cette deuxième authentification. Puis, j'ai une marche à suivre qui m'explique comment faire, comment procéder, par où aller pour faire ce genre de choses. Donc, c'est la première chose à faire, je dirais, c'est déjà de voir avec Google si on nous parle de ça. Moi, maintenant, si je mets mail, Bluewin, est-ce que j'ai une page qui parle de ça? Il me dit ici, en un clic, protégez vos comptes en ligne, bluewin.ch. C'est un article qui peut-être peut m'aider à y voir plus clair. Il date de 2018, mais ça peut peut-être être intéressant. Et bah, je pense là, c'est simplement une page, un article en fait qui avait été fait à l'époque pour parler de cette deuxième authentification, ce double facteur. Donc c'est pas là où je vais apprendre à le faire pour Bluewin, mais ça vaut la peine. Ou alors typiquement Bluewin, si vous ne savez pas le faire, appelez Swisscom. Vous leur dites, écoutez, on m'a parlé de cette possibilité de sécuriser ma boîte mail. Est-ce que c'est quelque chose que vous proposez? Et si oui, est-ce que vous pouvez m'aider à le mettre en place? Donc c'est pas partout. D'accord? C'est pour les emails. Entre autres, pour les emails, mais pour plein d'autres choses. Pour les sites marchands, par exemple Amazon, la Migros, etc. Potentiellement, c'est une sécurité supplémentaire pour éviter qu'une personne mal intentionnée qui connaisse votre mot de passe puisse rentrer s'il n'est pas chez vous. Ok, merci. Voilà. Monsieur? Je vous passe le cornet de glace. Voilà. Tout ça me dépasse. Qu'est-ce qui vous dépasse? Tout ce que vous direz, toutes ces sécurités que vous demandez. C'est Vous vrai? demandez une sécurité pour aller sur mon email. Oui, Il faut avoir un mot de passe pour aller sur mon email. mais vous en avez un. Mais non. Si. Qu'est-ce que- Si, vous en avez un. Il se trouve qu'actuellement, depuis que c'est la maison Pris qui est venue me régler mon ordinateur, Oui. je suis obligé de mettre un mot de passe pour aller sur mon ordinateur. Oui, Mais mais c'est avant, pas je indispensable. ne le sais pas, même pas. Non, mais je sais, c'est pas. Mais je trouve ridicule. Ouais, mais justement, c'est un équilibre qui est difficile à trouver. C'est ce que je disais pour l'exemple de mon client, là, cette banque privée, où ils ont mis une sécurité tellement complexe que les utilisateurs, les employés ont contourné ça, puis ça devient totalement non sécurisé. C'est l'équilibre qu'il faut trouver. Donc oui, pour rentrer dans votre ordinateur, il n'y a pas besoin d'un mot de passe. L'entreprise qui vous a aidé, elle a pensé bien faire en faisant ça, mais on peut enlever le mot de passe pour que vous puissiez rentrer dedans. Si personne d'autre que vous n'a accès à l'ordinateur, ce n'est pas nécessaire. Par contre, le mail, c'est indispensable qu'il y ait un mot de passe pour que moi, par exemple, je ne puisse pas rentrer dans vos emails, les lire, pire, écrire en votre nom. Donc, il y a un mot de passe de toute façon. Par contre, si vous avez le sentiment de ne pas en avoir, c'est que votre ordinateur est réglé pour s'en rappeler. Mon ordinateur Votre ordinateur a mémorisé votre mot de passe de votre email pour ne pas vous le demander à chaque fois. Et ça aussi, c'est ce que l'informaticien a dû faire pour vous. Je suppose ça, mais effectivement, je n'ai pas besoin. Voilà. Je vais sur Google, Oui. je vais sur Swiss Login, Oui. hein, et puis mes emails sont Voilà, quoi. mais parce que ça a été mémorisé. Mais le jour où il y a soit une panne chez Swisscom, soit votre ordinateur qui tombe en panne et que vous devez réaccéder à vos mails quelque part, le premier truc qu'on va vous demander, c'est quel est votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Et si vous ne l'avez pas noté sur le petit carnet dont je parlais, on doit appeler Swisscom, demander un nouveau mot de passe, etc. J'aime bien les images, comme vous avez vu tout à l'heure, et je prends encore une image. C'est vraiment, actuellement, votre mail, c'est comme si vous aviez confié les clés de votre boîte aux lettres à votre voisine de palier, parce que vous avez de la peine à vous déplacer, et elle vous a gentiment proposé de relever votre courrier à votre place. Donc, les années ont passé, vous oubliez ça peut-être, vous dites, c'est génial, moi je rentre chez moi, j'ai mon courrier devant la porte, j'ai pas besoin de clé pour aller dans ma boîte aux lettres.
Vous pas, mais votre voisine en a eu besoin de cette clé. Et elle l'a fait pour vous. Vous avez délégué le truc. Et c'est ce qui se passe avec votre ordinateur actuellement. C'est que la plupart des sites Internet, quand vous vous connectez, vous pouvez dire mémoriser le mot de passe. Donc, il va s'en rappeler jusqu'à ce qu'il y ait soit une mise à jour, soit un changement d'appareil, soit le mot de passe qui a été changé par un autre biais. Donc, on a besoin de ces mots de passe. C'est une sécurité et on ne peut pas faire autrement. Par contre, on peut la simplifier par ce qui a été fait pour vous, que le mot de passe soit mémorisé. D'accord? Mais oui, je comprends. C'est pénible, c'est compliqué tous ces mots de passe. Mais c'est pour nous protéger. Et moi, je ne dois pas pouvoir aller lire vos emails. Ce n'est pas possible. C'est confidentiel. D'accord? C'est comme sinon si toutes les boîtes aux lettres étaient accessibles à tout le monde. Mais voilà, il faut trouver juste un équilibre. Donc, prenez le temps une fois de regarder peut-être avec votre informaticien pour faire une liste à jour de vos mots de passe. C'est vraiment important. D'accord? Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de confidentiel dans mes emails. Hein. Mais c'est Moi, pas... ça me gênerait pas que les autres me le Oui, disent. mais alors je reprends l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Enfin, bon. Je suis mal intentionné, je connais votre mot de passe, je rentre dans votre boîte mail. Je vais envoyer un mail à tous vos contacts en disant « Chers amis, il m'est arrivé une catastrophe, c'est l'horreur, machin, au secours, j'ai besoin d'argent d'urgence. Ouais, mais ça, combien de fois j'ai reçu ». Oui, mais c'est à cause de ça. Des conneries, ça. Je sais, c'est des conneries, mais les gens se font avoir. Et si votre adresse mail n'était pas protégée, ça pourrait servir à ça. Donc c'est pour ça. Bien sûr, moi aussi, à la limite, qu'on voit mes photos de vacances que je mets sur le cloud ou autre, peu importe, ça peut faire plaisir aux gens de voir mes photos de bouquetins, de chamois ou autre. C'est très bien, c'est pas le problème. Mais dans le cadre de l'email, ça peut faire des dégâts aux autres, à vos proches, à vos amis, etc. Ou à des entreprises qui après reçoivent des faux mails, etc., etc. Donc, c'est un moyen de protéger les autres. Ça fait une année qu'on nous bassine avec ça au niveau du masque en disant mettez le masque pour protéger les autres plus que vous. Enfin bref, c'est un peu la même démarche. C'est je protège mon adresse mail pour éviter qu'elle serve à faire des dégâts auprès des autres. Sur mon PC, je reçois régulièrement cette information. Monsieur, vous avez 15 messages sur Facebook. Oui. Et comment je peux faire pour les supprimer? Je ne vais jamais sur Facebook. Bah justement, alors il y a deux possibilités. Soit un jour vous êtes inscrit sur Facebook et puis il faut vous désinscrire, soit c'est une arnaque. Et moi je reçois aussi des mails des fois où c'est marqué, vous avez un message vocal sur WhatsApp, cliquez ici pour l'écouter. C'est une arnaque. Donc c'est très probablement ça. Et d'ailleurs, des sociétés comme Swisscom par exemple, mettent directement ces messages dans un dossier à part qu'on appelle spam ou courrier indésirable. C'est pas dans la boîte de réception que ça doit apparaître, ce genre de choses. Voilà. Mais voilà, c'est lié à tout ça. Enfin voilà, donc c'est comme ça. Non, Voilà. Mais moi, j'ai déjà assez de mal à passer. Je ne veux pas passer trop de temps sur mon ordinateur. Mais vous avez raison. J'ai déjà assez de mal à lire tous mes emails sans encore aller ailleurs pour en chercher. Je suis entièrement d'accord. Allez. Alors voilà, on va finir là-dessus pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne continuation. Et puis à très bientôt. Au revoir.